Si vous vous êtes déjà promené le long des côtes bretonnes, vous avez sans aucun doute longé des centaines d'algues. Mais saviez-vous qu'elles portaient en elles l'avenir de nos cosmétiques ou encore de nos peintures pour bateaux ? Sur le fil de l'innovation, un podcast du CNRS. Cette semaine, nous avons rendez-vous à Brest pour retrouver Claire Elio, professeure en biotechnologie marine et directrice de la plateforme Biodima. Bonjour Claire. Bonjour César. Alors on est aujourd'hui sur la côte, au bord de l'Atlantique, quasiment les pieds dans l'eau, et face à nous, des algues. Alors les algues, justement, c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Claire, toi tu travailles sur la bio-inspiration, autrement dit tu regardes le fonctionnement des organismes vivants pour trouver des solutions innovantes et durables qui répondent à la fois aux problèmes d'aujourd'hui et aux problèmes de demain, on en reparlera. Alors j'ai une première question qui est évidente. Pourquoi avoir choisi les algues comme sujet d'étude ? Alors moi j'ai toujours été passionnée par la biologie marine et les algues sont très intéressantes parce que ce sont des organismes qui vivent fixés, donc qui ne sont pas mobiles et qui ont donc dû s'adapter, développer des stratégies pour se défendre contre les colonisateurs et pour s'adapter à des conditions environnementales qui peuvent être variables. Quand tu parles de conditions environnementales qui peuvent être variables, il faut s'adapter à quoi ? À la température ? La marée haute, la marée basse, donc le changement de salinité, s'il pleut, les changements de température entre les marées. On va avoir le changement d'exposition, radiation aussi, selon la marée haute, la marée basse. Donc on a des algues qui sont vraiment dans un environnement extrêmement stressant. Toi, comment ça t'est venu l'envie de travailler sur des sujets de biologie marine ? Alors moi, c'est venu tout naturellement parce que j'ai eu la chance dès l'enfance de faire beaucoup de voiles. Nous, on partait en vacances sur un tout petit voilier de 6,50 m et j'ai toujours aimé la biologie marine, aimé l'observation et toujours voulu aussi protéger cet environnement et mieux le comprendre. L'un des premiers sujets sur lesquels tu t'es penché quand tu as commencé à travailler sur les algues, c'est la peinture anti-fouling. Donc c'est la peinture qu'on met sur les coques de bateaux, sur les piliers de pont, sur les balises. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors les peintures anti-fouling en fait sont utilisées pour protéger les surfaces immergées, donc pour les protéger contre la colonisation par des organismes, donc qui pourraient alourdir les structures, et également pour les protéger contre la corrosion. Alors l'intérêt des algues, c'est que les algues, elles aussi, peuvent subir la colonisation et elles vont se défendre contre cette colonisation. Parce que si leur surface est recouverte, elles vont avoir une photosynthèse qui sera moins efficace et donc leur métabolisme va être affecté. Donc c'est vraiment une nécessité pour les algues de garder leur surface propre. Nous, on essaye de comprendre par quel processus l'algue va protéger sa surface et de savoir est-ce qu'on peut adapter ça pour des matériaux innovants, par exemple. Oui, parce que si on parle des coques de bateau, c'est vrai que historiquement, on utilisait des peintures qui étaient très très efficaces pour éviter que les organismes marins s'accrochent et donc qu'il y ait de la corrosion finalement. Le problème, c'est que ces peintures-là, elles étaient assez toxiques, ce qui n'est pas le cas des algues du tout. Alors, les algues peuvent synthétiser des composés soit anti-adhésion ou soit des composés toxiques, mais elles vont synthétiser des composés à très faible concentration et qui sont actifs à faible concentration aussi. Donc, il y a un avantage de toute façon environnemental à utiliser ce genre de molécules. Si on dézoome un petit peu, ton travail il s'inscrit dans une démarche de bio-inspiration. C'est une notion sur laquelle je voudrais revenir avec toi. Comment tu définirais ce que c'est que la bio-inspiration et comment ça se décline dans tes travaux de recherche ? Alors, pour moi, la bio-inspiration démarre vraiment par de l'observation. Et nous, on va aller voir dans quels organismes marins, et on va toujours partir sur des organismes fixés ou mous, peu mobiles, donc qui ont besoin de se défendre par d'autres méthodes que la fuite. Et on va vraiment s'intéresser quelles adaptations ont pu développer ces organismes et dans quel cadre on pourrait les appliquer pour des développements de nouveaux procédés ou de nouvelles formulations. Est-ce que tu nous emmènerais pas dans ton labo pour qu'on découvre tout ça ? Bah si, avec plaisir, venez. Au laboratoire, nous retrouvons Claire ainsi que sa collègue Marilyn, chercheuse et ingénieure en biotechnologie, pour comprendre comment tout cela fonctionne. Alors la spécificité du laboratoire, en fait, c'est de pouvoir travailler sur des grosses quantités. Oui. Pour ça, on a de l'appareillage scientifique qui est dimensionné pour répondre aux besoins notamment des industriels et des projets qui nécessitent de traiter des gros volumes de produits. Alors, laissez-moi vous expliquer comment on transforme les algues en molécules actives pour des usages sanitaires, industriels ou environnementaux. Accrochez-vous car c'est une vraie recette de cuisine. Première étape, on cultive les algues dans des conditions bien contrôlées. Lumière, température, nutriments pour les faire grandir. Et après, on va avoir une phase exponentielle de croissance où là, ça va monter très très vite en très peu de temps.
Et là, nous, ce qu'on veut vérifier, c'est s'il y a une phase de décroissance ou si justement elle a fait du biofilm et que ça reste stagné ou continue à grimper. Une fois qu'elles ont bien proliféré, on les récolte, puis on les lyophilise, c'est-à-dire qu'on les congèle, puis on en retire l'eau en la faisant s'évaporer à très basse pression. Résultat, on obtient une biomasse bien sèche qui se conserve mieux et dans laquelle les réactions enzymatiques sont stoppées. Alors là, du coup, je paramètre la machine. Cette biomasse est ensuite finement broyée. La matière est écrasée jusqu'à devenir une poudre très fine, de l'ordre du micron, soit 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Vient ensuite l'extraction. En faisant passer des solvants, comme de l'eau ou de l'alcool à travers cette poudre, on récupère les molécules intéressantes fabriquées par les algues, comme des pigments, des antioxydants ou des lipides. Enfin, il faut fractionner cet extrait, c'est-à-dire le séparer en plusieurs groupes de molécules qu'on teste une à une pour identifier celles qui ont un effet biologique intéressant. On va pouvoir faire le suivi de croissance, de développement de biofilms, etc. pour ensuite, dans l'idée de tester des molécules qui peuvent être antibiofilms, etc. Et c'est ainsi que les chercheurs parviennent à isoler, par exemple, une molécule capable d'empêcher les coquillages de s'accrocher aux coques de bateau pour l'antifouling. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, car les algues ont plus d'un tour dans leur sac et leur potentiel va bien au-delà du milieu marin. Claire, donc on est dans ton laboratoire, on a parlé de peinture anti-fouling, on a parlé de protection de surface, et puis il y a une surface qu'on est amenés tous à protéger, c'est notre peau. Or, là aussi, les algues ont un rôle à jouer. Oui, nous travaillons également sur les cosmétiques, donc avec différentes entreprises. Et effectivement, les algues peuvent jouer un rôle important dans la protection de la peau parce qu'elles contiennent des pigments, elles se défendent contre les UV, elles ont beaucoup de produits oxydants. D'accord. Et elles contiennent des molécules qui peuvent inhiber des enzymes spécifiques. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette recherche sur l'application des algues dans la cosmétique ? Alors il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur des formulations de crème solaire. Alors nous, quand on a travaillé sur les cosmétiques, en fait dans les algues, on a recherché des molécules antimicrobiennes qui pourraient servir de conservateurs dans les formulations cosmétiques. On peut, par exemple, formuler des crèmes avec des pigments ou des molécules particulières qui vont permettre de défendre la peau. Oui. Mais nous, on s'intéressait plutôt à des activités enzymatiques. Par exemple, on a travaillé sur la phénoloxydase. C'est une enzyme qui joue un rôle dans la mélanisation. Donc, la mélanisation va faire des apparitions de taches brunes. D'accord. Et grâce à certaines molécules d'algues, on peut ralentir ou inhiber la formation de ces taches brunes. C'est génial. Et c'est des produits qui, pour l'instant, ne sont pas encore sur le marché ? Alors non, parce que les autorisations de mise sur le marché sont très longues et nous, on est en amont de ces procédés-là, en fait. Très bien. Claire, ton sujet de recherche, c'est un sujet de recherche fondamentale qui est très expérimental. Et pour autant, dès le début de ta carrière, tu t'es engagé dans une démarche de valorisation de la recherche, alors que l'époque, elle n'était pas encore porteuse sur ce sujet. Non, effectivement, moi j'ai soutenu ma thèse en 2000 et j'ai eu de la chance d'avoir en directeur de thèse Yves Le Gall qui était un des pionniers en biotechnologie marine et qui était très axé sur la valorisation des algues. Et on a toujours eu cette démarche-là de se dire les algues finalement ont des potentiels immenses et on s'est toujours attaché à aller vers de la valorisation. Et pour moi, c'était important parce que j'ai vraiment une appétence pour la recherche appliquée et je ne voulais pas faire que du fondamental. Mais c'est vraiment, je pense, un état d'esprit puis une manière de réfléchir aussi qui me correspond. Et puis on voit que le regard que porte la société sur les algues, il est complètement différent depuis quelques années. C'est un sujet qui est à la cote, entre guillemets. Oui, alors les biotechnologies bleues, les biotechnologies marines se développent beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de financement au niveau européen. Donc c'est vraiment un domaine en plein essor. Et moi, j'ai pu voir sur ma carrière, je travaille là-dessus depuis plus de 25 ans, tout change. Il y a beaucoup plus de financement et plus d'opportunités. Et il y a aussi pas mal d'entreprises qui sont intéressées par cette biomasse. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a fait passer de la recherche fondamentale à vraiment cette étape de valorisation ? Moi, j'ai toujours aimé que ce qu'on fait en labo, qu'il y ait une finalité, que ça serve au grand public et que ce ne soit pas juste quelques publis lus par les experts d'un sujet. Et moi, j'ai toujours été attirée par les applications de la recherche. Donc aujourd'hui, tu travailles avec des plateformes de bioprospection. Comment ça s'est construit, ces partenariats, et comment ça se passe en fait au quotidien ? Alors, je dirais assez
naturellement. Là, on a plusieurs thèses CIFRE en cours. C'est vrai que sur des sujets qui se prêtent très très bien à la collaboration avec les entreprises. Donc c'est assez naturel pour nous d'aller vers des entreprises ou d'avoir des entreprises qui viennent au labo nous demander aussi soit de collaborer, soit de faire des prestations. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher justement les entreprises ? Déjà l'utilisation des équipements de la plateforme. Vous avez vu, on est très très bien équipés. Donc c'est déjà l'accès au matériel et puis l'accès à l'expertise. Parce que souvent, ils nous disent, voilà, on veut aller vers telle application. Et nous, on va pouvoir leur conseiller des algues brunes, des algues rouges, des bactéries marines, des microalgues. Donc, grâce à notre connaissance du sujet, les entreprises viennent nous voir pour avoir un conseil d'experts. C'est génial parce que ça fait un vrai pont entre recherche fondamentale et des applications au service de la société, en fait. Exactement. Et on est vraiment à l'interface. Claire, qu'est-ce que ça t'apporte à toi de travailler aussi avec des entreprises ? Je pense que beaucoup d'entreprises pensent qu'à l'université ou dans les labos CNRS, on fait de la recherche hyper sélective et ils n'osent pas toujours venir vers nous. Je pense qu'on s'enrichit de toute façon en travaillant avec des partenaires d'un monde différent. Alors avant qu'on se quitte, j'ai encore quelques petites questions. On sait que l'humain a une tendance à être un peu gourmand dans son usage des ressources naturelles. Est-ce qu'on risque un jour de voir disparaître les algues de nos côtes parce qu'on aurait été un peu trop gourmand, on les aurait épuisés ? Non, parce que de toute façon, si on se base sur des collectes sur le terrain, il y a des quotas, il y a des bioindicateurs. Comme pour les quotas de pêche ? Exactement, et on travaille en collaboration avec une collègue du labo, Fanny Cardinon, qui elle développe des bioindicateurs aux Antilles pour connaître l'état de santé des milieux. Et c'est des choses qui pourraient être faites ici également. Et jamais on va aller sur une utilisation excessive des ressources. Et en ce qui concerne les biomasses d'algues, c'est aussi tout à fait possible de les faire croître en conditions contrôlées, en aquaculture. Donc il y a des solutions qui existent pour la production de biomasse sans affecter les écosystèmes naturels. Qu'est-ce qui te rend le plus fier finalement dans la recherche que tu mènes aujourd'hui ? Je pense que c'est déjà le travail d'équipe à Biodimar. On est vraiment une équipe soudée, on est tous complémentaires. Quelque chose qui me rend fière, c'est que souvent en cours, donc j'explique les activités de Biodimar et presque à chaque fois, il y a des étudiants qui viennent et qui demandent s'ils peuvent faire un stage. Et là, on se dit, on a touché les jeunes et ça fait plaisir. Très bien, merci beaucoup Claire. Bravo pour ton parcours et puis j'étais ravi d'échanger avec toi. Moi aussi, merci César. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sur le fil de l'innovation. Le réseau des ambassadeurs de l'innovation du CNRS accompagne les chercheurs et ingénieurs dans le transfert de leurs résultats de recherche vers le monde socio-économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cnrs.fr. À bientôt pour découvrir un autre parcours inspirant d'innovateurs.